Nous en sommes maintenant arrivés à la troisième capsule de la semaine numéro 6. Je vais, à travers cette troisième capsule, me contenter de terminer la partie numéro 5, donc, qui concerne l'influence des éléments d'alliage surtout la transformation en état solide des aciers. Nous avions parlé du nickel et du manganèse dans la capsule précédente, donc je vais continuer sur la même voie, sur ma lancée, comme on dit, avec la plupart des autres éléments d'alliage dont j'avais fait la liste à la capsule précédente. Et après ça, ben, je vais me réserver d'autres capsules supplémentaires, mais pour la semaine prochaine, où on va aller de manière plus précise sur la trempabilité de l'acier et avec des notions pratiques qui seront en lien direct avec l'éventuelle quatrième activité de laboratoire. Donc, mais auparavant, je vais expliquer un peu mieux l'influence d'un autre élément d'alliage qu'on retrouve très souvent dans plusieurs aciers, en l'occurrence le chrome, et essayer de vous expliquer de quelle façon exactement, par quel processus le chrome arrive à améliorer la trempabilité de l'acier ou, autrement dit, à retarder l'apparition des phases d'équilibre à partir de l'austenite lors d'un refroidissement, que ce soit un refroidissement continu ou un refroidissement isotherme. Il faut au départ considérer le diamètre de l'atome de chrome en comparaison avec celui de la matrice de fer, donc 128 picomètres, diamètre du chrome, quand même relativement près de celui du fer, donc 126 picomètres, mais un petit peu plus gros. Donc la taille de l'atome de chrome est proche de celle de l'atome de fer, ce qui facilite son pouvoir de diffusion. Donc le fait qu'il soit pas tellement plus gros que le fer, ça va conditionner au chrome sa capacité de diffuser à très haute température dans la matrice de fer. Il faut se rappeler aussi que le chrome est carburigène, donc ça va être un aspect extrêmement important à considérer pour expliquer la trempabilité de l'acier. Donc je vous montre ici un des carbures de chrome qui peut être formé dans l'acier dépendamment des conditions de refroidissement mais surtout des teneurs en chrome dans l'acier. Et il faut se rappeler aussi autre chose importante que le chrome est un élément alphagène, donc il stabilise le réseau cubique centré, donc tel que représenté à l'écran. Des additions de chrome améliorent les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion, à condition que cette teneur en chrome-là soit supérieure à au moins 12% en ce qui a trait à la résistance à la corrosion. Pour des teneurs plus faibles, donc variant entre 0,25 et 5%, le chrome améliore très fortement la trempabilité, donc beaucoup plus que le nickel, par exemple, qu'on a vu, et forme des carbures de chrome, donc les carburigènes, qui contribuent à la résistance et à la résistance mécanique, mais aussi à la résistance à l'usure, à condition d'en contenir suffisamment. Et de manière générale, les carbures de chrome peuvent se retrouver sous deux formes dans l'acier, donc sur deux molécules de carbures différents. La première, Cr3C2, lorsque la teneur en chrome est modérée, donc de faible à, mettons, jusqu'à 2 ou 3% environ, puis dépassant à peu près 3%, on va commencer à retrouver des carbures Cr4C, donc 4 atomes de chrome avec un seul atome de carbone. Et là, je vous explique de manière je vais essayer d'aller dans le plus fondamental possible, de la façon dont le chrome participe à retarder l'apparition des phases d'équilibre ferrite-perlite dans l'acier lors du refroidissement à partir de l'austenite. Donc, considérant au départ, comme on fait à l'habitude, des grains d'austenite à haute température, et puis là, le refroidissement s'amorce. Et ce qu'on va remarquer aussitôt que la température de l'acier lors du refroidissement passe en dessous du solvus A3, donc ce qui va arriver, c'est que
les atomes de chrome, qui au départ sont uniformément répartis dans le grain d'austenite, vont avoir tendance à migrer vers les joints de grain. Donc, surtout les atomes de chrome qui sont près des joints de grain. Eux auront la possibilité, parce que la distance à parcourir va être relativement courte, donc ces atomes de chrome-là, qui sont déjà à proximité des joints de grain, parce que leur diamètre est légèrement supérieur au diamètre de l'atome de fer, comme on l'a vu, ben, il faut savoir aussi que dans les joints de grain, c'est plus confortable pour autant pour le carbone que pour les éléments d'alliage à pouvoir se mettre en solution. Donc, le chrome, pour cette raison-là, va avoir un certain avantage à diffuser vers les joints de grain afin d'avoir un point d'équilibre plus faible. Et il va commencer à diffuser aussitôt que la température en dessous d'A3, le chrome va avoir tendance à aller se ségréguer vers les joints de grain. Le carbone va faire la même chose, donc ils vont s'accompagner main dans la main vers les joints de grain. Et lorsque le ratio nécessaire pour faire les carbures de chrome, comme on a vu, là, Cr3C2, Cr4C, lorsque ce ratio-là va être rencontré dans les joints de grain, ben, il va y avoir formation de carbure de chrome, des petits morceaux de carbure de chrome qui sont représentés par les petits ovales jaunes que vous voyez disséminés ici et là et longeant les joints de grain. Donc des petits carbures de chrome qui vont pouvoir se former dû à la diffusion du chrome et du carbone dans le joint de grain. Et le problème pour les phases d'équilibre, c'est que le carbure de chrome elle-même est une phase d'équilibre de l'acier. Sauf que, paradoxalement, cette présence de carbure de chrome-là va rendre beaucoup plus difficile l'apparition de la ferrite primaire. Donc, parce que la ferrite a besoin des joints de grain pour se former. Ça, on le sait depuis longtemps, là, que les phases d'équilibre, la réaction étectoïde, comme je vous l'ai présenté au début de la session, germent dans les joints de grain et croissent à partir des joints de grain. Donc, la ferrite, pour s'initier dans les joints de grain, elle doit avoir suffisamment de place. Donc, il faut que les joints de grain puissent représenter des germes de zones de carbone appauvri. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est le contraire qui se passe, c'est que là, le carbone est allé dans les joints de grain et formé des carbures de chrome, ce qui enlève de la place potentielle pour faciliter l'apparition de la ferrite. Donc, autrement dit, la ferrite, dans les températures les plus élevées, là, au début du refroidissement, c'est impossible pour elle de pouvoir s'amorcer, de pouvoir se germer dans le joint de grain. Ça va lui requérir, il va falloir que le métal puisse davantage se refroidir. Donc, la ferrite va donc avoir plus de force pour apparaître si la température de l'acier est plus basse. Donc, il y a un retardement de la transformation. Mais cette transformation-là, cette germination de ferrite primaire au joint de grain, va pouvoir s'amorcer pour des températures plus basses et des temps plus longs. Donc, vous voyez, il y a un retard de causé de l'apparition de la ferrite primaire, donc phase d'équilibre, à cause de la formation des carbures de chrome au joint de grain. Et parallèlement à ça, et en même temps, vu que les atomes de chrome, pour former les carbures, ben, ils doivent s'enrichir à des points précis dans les joints de grain, automatiquement, ça engendre donc des zones appauvries en chrome. Donc, vous voyez, ici, vous avez, c'est comme si j'avais fait un zoom là, sur un morceau de carbure de chrome. Donc, imaginez que tout ce qui est en jaune, c'est du carbure de chrome, localisé dans le joint de grain qui est représenté par la ligne noire. Mais autour, ben, vous avez à l'inverse une zone appauvrie en chrome. Donc, l'austenite appauvrie en chrome. Et puisque le chrome, il est alphagène, donc il stabilise la ferrite s'il est en plus grande quantité, ben, à l'inverse, si le chrome est en moins grande quantité, donc
s'il appauvrit l'austenite, il n'est presque plus présent dans l'austenite, ben l'austenite est du même coup stabilisé. Donc, l'austenite, ça lui tente encore moins de se transformer en ferrite. Donc, voyez-vous, il y a deux choses qui font en sorte que la ferrite primaire retarde à apparaître à partir du joint de grain. Donc, la présence de carbure qui occupe de la place empêchant la germination de la ferrite. Puis, dans les zones à côté des carbures, ben, la zone est appauvrie en chrome. Donc, ce qui fait que l'austenite est d'autant plus stable. Et donc, l'austenite va donc se transformer pour des temps plus longs, des températures plus basses. Donc, la ferrite est déstabilisée. Du moins, l'apparition de la ferrite est retardée par l'appauvrissement en chrome qui est alphagène. Donc, c'est ce que j'explique ici, là, Et puisque le chrome est alphagène, cet appauvrissement en chrome a comme effet de stabiliser davantage l'austenite dans la zone appauvrie et retarder l'apparition de la ferrite au joint de grain. Donc, vous voyez, c'est la façon dont le chrome va donc retarder l'apparition des phases d'équilibre, en l'occurrence la ferrite primaire et éventuellement aussi la perlite. Donc, on le voit ici, là, je vous représente ici le diagramme TRI de l'acier 4140. C'est un acier au chrome molybdène. Donc, la présence en chrome fait en sorte d'avoir déplacé les lignes de transformation vers des temps plus longs. Donc, le chrome améliore ainsi la trempabilité de l'acier. Donc, améliorer la trempabilité, ça veut dire stabiliser davantage l'austenite instable. Donc, retarder les transformations. Donc, on déplace les lignes de transformation vers des temps plus longs. Donc, l'austenite est alors stabilisé plus longtemps lors du refroidissement, ce qui facilite sa transformation en martensite. C'est ça le but de retarder l'apparition des phases d'équilibre. Là, on dit le mot retarder, mais le plus souvent, c'est dans l'intention, non seulement de retarder l'apparition des phases d'équilibre, mais c'est d'empêcher l'apparition des phases d'équilibre. Donc, c'est ça l'intention derrière, là, de retarder, c'est qu'on ne veut pas, dans le fond, que les phases d'équilibre apparaissent parce que elles sont associées à des propriétés mécaniques insuffisantes. Surtout la ferrite primaire qui est très molle. Et si on veut durcir au maximum l'acier, il faut éviter l'apparition de ferrite primaire. Donc, il faut retarder son apparition de manière à ce que pour un refroidissement, pour une certaine vitesse de refroidissement donnée, que pendant tout le processus de refroidissement en fonction du temps, que l'acier demeure austenitique, donc dans la zone verte, que vous voyez dans le diagramme, jusqu'à l'atteinte de la température de début de transformation martensitique MS. Donc, ça c'est dans l'essentiel, c'est de cette façon-là que le chrome va contribuer à la trempabilité. Vous voyez, c'est un mécanisme qui est différent d'avec le nickel, comme on a vu à la capsule précédente. Si on y va de manière plus générale, au niveau des applications, par la présence de chrome en quantité suffisante dans les aciers, lorsqu'on a à peu près autour de 1 à 1,5% de chrome, avec des teneurs en carbone très élevées, de l'ordre de 0,9 à 1,1, donc on peut, la presque majorité du chrome dans ces conditions-là va former des carbures très durs, et ça va contribuer à donner à l'acier une très forte résistance à l'usure et à l'abrasion, ce qui fait que ça devient intéressant, par exemple, pour fabriquer des roulements à billes et aussi les cages de roulement à billes dans les systèmes de roues, par exemple. Donc, extrêmement résistant à l'abrasion après la trempe. Donc, pour la résistance à l'abrasion, les aciers contenant du chrome sont supérieurs même à l'acier au manganèse, dû à la présence très dure des carbures de chrome. Quand le chrome atteint environ 12%, c'est la limite, c'est le minimum qui va faire apparaître un phénomène d'oxydation du chrome à la surface du métal. À 12% de chrome, c'est juste suffisant pour que
on puisse réaliser l'oxydation du chrome, des atomes de chrome à la surface avec l'oxygène de l'air. Et le chrome va former une couche d'oxyde de chrome à la surface de la pièce. De la même façon que l'oxygène va aller oxyder l'aluminium sur une pièce d'aluminium pour former une couche d'alumine. Donc, dans le cas de l'aluminium, ben, l'aluminium représente le métal de base, tandis qu'ici, le chrome, c'est un élément d'alliage. Mais le phénomène est exactement le même. Donc, formation d'une couche d'oxyde de chrome, et même que, comme pour l'alumine sur l'aluminium, la couche d'oxyde de chrome, elle est aussi transparente et relativement dure aussi. Et elle représente une barrière efficace contre des environnements corrosifs. Donc, on voit ici le processus, là. Les atomes de chrome qui sont déjà présents dans l'acier, représentés par des petites billes bleues, réagissent avec le dioxygène, ou la molécule d'oxygène de l'air, pour former une pellicule ou une couche, si vous voulez, d'oxyde de chrome. Ici, ça aurait dû être marqué Cr2O3, là. Donc, couche d'oxyde de chrome sur la surface et qui contribue à protéger des environnements plus ou moins corrosifs. Donc, et là, ça donne lieu à ce qu'on appelle les aciers communément appelés les aciers inoxydables. Aussi, plus on augmente le pourcentage de chrome, ça j'avais déjà montré un graphique semblable dans la capsule précédente, je vous le remontre ici, l'influence du chrome sur le diagramme d'équilibre fer-carbone. Et puisqu'il est un élément fortement alphagène, le chrome, il déstabilise donc l'austenite et il réduit, au fur et à mesure qu'on ajoute du chrome mélangé au fer, on assiste à la réduction du domaine austinétique jusqu'à atteindre 20% de chrome. Là, vous voyez, il y a un point. Donc, à 20% de chrome, là, on arrive à faire disparaître du diagramme d'équilibre complètement la phase cubique à face centrée, donc la phase austénitique. Donc, le chrome est alphagène, donc à partir à 20%, le chrome stabilise complètement la ferrite et fait disparaître la possibilité pour le fer de pouvoir être cubique à face centrée. Donc, plus on augmente le pourcentage de chrome, plus le domaine austénitique dans le diagramme d'équilibre se rétrécit pour un pourcentage de carbone identique. Il y a donc une zone en bas d'une certaine teneur en carbone où l'acier ne passe pas par la zone austénitique. Quand sa teneur en carbone est faible, donc là on parle de généralement inférieur à 0,08% de carbone, un acier qui contient plus de 12% de chrome, donc inoxydable, donc le chrome étant un élément alphagène, demeure entièrement cubique centré à toutes les températures. C'est ce qu'on voit ici dans le diagramme d'équilibre. Mettez-vous à 0,08 carbone. Là. Donc, à 12% de chrome, là, ben, on longe la ligne du trait. Regardez le domaine représenté par 13%. Donc, si vous mettez à 0,08, là, mettons, si vous imaginez que vous chauffez l'acier, par exemple, à 1300 degrés C, ben, lors du refroidissement, on reste toujours dans la ferrite. L'intérieur de chacune des formes, c'est l'austenite, et à l'extérieur, c'est la ferrite. Donc 13%, là, tout juste, là, on passe peut-être un petit peu dans l'austenite, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est ce qu'on veut dire ici. Là. La microstructure de l'acier inox ferritique est alors monophasée, dépourvue de perlite. Donc, le peu de carbone demeurant dissous dans la ferrite ou sous forme d'une très petite quantité de carbure de chrome plus stable. Donc, lorsqu'on a en bas de 0,08 carbone, ben, tout le carbone peut être dissous dans la matrice métallique, de sorte qu'on est en situation monophasée. Donc, il n'y aura pas de carbure de fer. Donc, il va y avoir peut-être un petit peu de carbure de chrome, mais il n'y aura pas de cémentite. Donc, même carbure de chrome, il va être très, très bas.
Donc, on va assister à une situation où tous les grains vont être ferritiques pour toute température. Donc, à ce moment-là, on est face à deux possibilités. Ben, dans le cas des aciers à faible teneur en carbone, cette situation-là va donner lieu à la première famille des aciers inox, qu'on va voir un petit peu plus tard, les aciers inox ferritiques. Donc, le faible taux de carbone combiné à la nature monophasée cubique centrée de l'acier ferritique le rend apte aux opérations de mise en forme à froid, qui va en même temps être l'unique façon de lui conférer une certaine résistance mécanique. Donc, ce sont des aciers qui ne se trempent pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait disparaître la structure austénitique. Et aussi, la teneur en carbone est très faible. Donc, même si on réussirait à faire apparaître la martensite, on aurait une martensite qui serait pas très dure. Donc, ces aciers inox ferritiques-là, comme le terme l'indique, mais l'unique phase qui existe dans l'acier, c'est la ferrite. Il n'y a pas beaucoup de carbure, très peu. Donc, c'est un acier donc, qui va très bien se prêter aux opérations de mise en forme, qui va être assez ductile, puisque la plupart du temps, la présence de carbure de fer réduit l'aptitude à la mise en forme. Mais ici, s'il n'y en a pas, si on a seulement que du réseau métallique, ben on a une bonne aptitude à la mise en forme, même si c'est cubique centré. Ils sont donc réservés, les aciers inox ferritiques, pour les applications où la résistance à la corrosion doit être raisonnable pour un faible coût. Donc, on a une bonne résistance à la corrosion parce qu'on a une présence suffisante en chrome. Généralement, on va avoir au-dessus de 20% pour les aciers inox ferritiques en chrome. Et que c'est pas très cher. Ces aciers inox-là sont quand même assez abordables. Pourquoi? Parce que le chrome n'est pas tellement cher sur le marché. Donc, et puisqu'on a seulement besoin de chrome pour former ces aciers-là, ben, ça donne des aciers qui sont relativement abordables, même s'ils font partie de la catégorie des aciers inoxydables. Par contre, euh, lorsque ces aciers-là vont être choisis, c'est quand que la résistance mécanique c'est secondaire. Donc, on n'a pas besoin d'une très forte résistance mécanique combinée à la résistance à la corrosion. Donc, là, on va faire un choix. On va se diriger vers les aciers inox ferritiques. Et cette résistance mécanique-là est pas très élevée due à l'absence de carbure et due à l'impossibilité à ces aciers-là d'être trempés. Donc, c'est plus, autrement dit, ces applications pour lesquelles la formabilité et la résistance à la corrosion sont les deux seuls critères importants. Malgré qu'on peut améliorer la résistance mécanique par écrouissage, qui va être souvent le cas. Ces aciers ferritiques sont destinés à être mis en forme à froid et donc la possibilité d'augmenter leur résistance mécanique en profitant du phénomène de durcissement par écrouissage. Donc les aciers inox ferritiques, ils ne contiennent pas de nickel, donc ils sont moins chers, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je vous donne ici trois types d'applications d'acier inox ferritique. Donc, pour la fabrication d'électroménagers, comme les frigidaires. Donc, ces aciers inox ferritiques qui vont être le plus souvent utilisés. Certaines composantes rentrant, par exemple, dans les moteurs d'avion. Donc, l'acier inox ferritique a comme qualité d'être assez résistant aux hautes températures, résistant à l'oxydation à haute température, à condition d'avoir suffisamment de chrome. Là, on parle de 30-33% de chrome. Et aussi pour la fabrication, par exemple, des pots catalytiques là, ou plus particulièrement des pots d'échappement de voitures, tels que vous voyez ici, qui sont faits aussi en acier inox ferritique, pour à peu près la même raison que la pièce dans le moteur d'avion, parce que le pot d'échappement grimpe à très haute température. Hein. Le gaz, il vient du moteur, il est très très chaud. Et pour que le pot d'échappement puisse ne pas s'oxyder à cause de la haute température, ben, on utilise des aciers inox ferritiques à haute teneur en chrome. Donc la pièce qui est ici, qui sert surtout à réduire le bruit lors de l'échappement du gaz de combustion du moteur. Donc lorsqu'on ajoute davantage de carbone dans l'acier, donc, vous voyez, là qu'on se déplace pour, mettons, si vous considérez un acier contenant 17% de chrome, OK? Donc, vous avez le plus petit losange qui est représenté, là,
que j'ai mis en évidence en rouge là, par un- donc je veux attirer votre attention sur le plus petit losange à l'intérieur. Là. Ça délimite là, la zone austénitique pour 17% chrome. Et on remarque que lorsqu'on ajoute suffisamment de carbone dans l'acier, on finit par embarquer dans la zone austénitique finit par être atteignable si on chauffe l'acier à température suffisante. Donc, à des teneurs en chrome ne dépassant pas 17%, il est alors possible d'effectuer une mise en solution du carbone, donc pour des teneurs relativement plus élevées, on voit à partir de 0,3 carbone, là, et ce jusqu'à 0,7% de carbone, il est possible d'aller chercher, de faire une mise en solution dans l'austenite, autrement dit, de se rendre dans la zone du petit losange, représenté, mise en évidence par mon petit ovale rouge là, sur l'écran. Et là, ce que ça fait, ça donne lieu à une deuxième famille d'acier inox, les aciers inox martensiques. Parce que là, en allant dans l'austenite, on finit par être capable de tout dissoudre le carbone. Et lorsqu'on procède au refroidissement suffisamment rapide, bien, on est capable de faire apparaître la martensite, avec une martensite riche en carbone, donc une martensite relativement dure. Donc, dans la trempe subséquente, après la mise en solution, apparaît donc la martensite, facilitée par une température MS et MF relativement élevée. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le diagramme TRI d'un acier inox martensitique. Donc, vous remarquez tout de suite que si on compare la position du nez avec le temps, donc j'ai mis une barre rouge là, au début du nez, donc là on est à 200 secondes. Donc on a reculé le nez de transformation pour des temps très très longs, donc jusqu'à 200 secondes ici. Donc autrement dit, ça veut donc dire qu'un acier inox possède potentiellement une trempabilité très élevée. L'austenite instable, elle est, dans le cas des aciers inox martensiques, pour lesquels on a fait apparaître, on, 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 finalement, on ne met pas trop de chrome pour donner la possibilité de faire la mise en solution du carbone dans le réseau cubique à face centrée. Bien, on peut donc recourir à des refroidissements très lents qui vont permettre l'apparition quand même de martensite. Parce que la formation des phases d'équilibre, ferrite primaire et perlite, est très très fortement retardée. Et pourquoi? Par la présence très forte, jusqu'à 17%, comme on l'a vu, de chrome. Donc ça fait beaucoup de carbure de chrome en joint de grain. Donc la ferrite primaire là, a beaucoup de difficultés à germer dans les joints de grain. Donc ça prend des températures très basses. Donc la transformation, l'apparition de ferrite est d'autant plus tellement retardée que là c'est possible lors d'un refroidissement, même à l'air. Donc, vous voyez le rectangle gris que vous voyez le plus à droite, qui représente un refroidissement lent, un domaine de refroidissement, évolution de la température en fonction du temps. Donc, slow cool. Donc, c'est une vitesse de refroidissement là, qui correspond à un refroidissement à l'air, comme un recuit. Mais étant donné que c'est un acier inox martensitique avec forte teneur en chrome, ben c'est suffisant comme vitesse de refroidissement pour conserver toute l'austenite instable jusqu'à l'atteinte du MS, qui est d'autant plus haut, pour faciliter encore plus l'apparition de martensite et terminer aussi la transformation martensite avec des températures relativement élevées. Là, on voit que le M90 est très relevé aussi. Donc, à cause de sa forte teneur en chrome qui grimpe sa trempabilité, un refroidissement à l'air permet l'apparition de 100% de martensite, même pour des pièces massives, soit dit en passant. Donc, les aciers inox martensiques sont très facilement trempables. Vous voyez justement ici la microstructure d'un acier inox martensite trempé où seule la martensite est présente, là, après le refroidissement. Donc, à cause de sa forte trempabilité en chrome, ça je me répète,
Ces aciers sont alors capables de durcir au-delà de 45 Rockwell C jusqu'à 55 Rockwell C et même plus, tout dépendant de la teneur en carbone. Par le fait même, je vais en profiter aussi pour expliquer un phénomène, là, tant qu'à être dans le sujet des carbures de chrome puis de l'influence du chrome dans les aciers, puis que c'est aussi relié au traitement thermique, mais c'est un problème qu'on voit surtout dans certaines opérations comme le soudage ou la mise en forme à chaud, comme le forgeage par exemple, mais beaucoup en soudage. Lorsque vient le temps d'opérer, de faire des opérations qui demandent une température élevée sur des aciers inoxydables. Donc, certaines opérations métallurgiques, comme le soudage, permettent aux atomes de chrome, déjà localisés près des joints de grain, de diffuser dans leur direction. Donc, quand on soude dans la zone affectée thermiquement, ça correspond, on chauffe dans les mêmes domaines que lorsqu'on fait une mise en solution lors d'un traitement thermique. Donc, il va se passer le même phénomène de diffusion du carbone et du chrome vers les joints de grain et la formation de carbure de chrome, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, les zones de l'assemblage soudé, ayant chauffé à très haute température et subissant par la suite un refroidissement relativement lent, sont plus susceptibles de voir apparaître ce phénomène. Donc, carbure de chrome dans des pièces minces, surtout, où là, le refroidissement va être lent. Qu'est-ce qui arrive? Bon, ben, c'est que là, on forme beaucoup de carbures de chrome qui vont demeurer dans le joint de grain. Et là, ça crée deux problèmes. Un d'ordre mécanique et un autre d'ordre de résistance à la corrosion. Là, ce que je vous montre ici, puis ça, c'est une notion, c'est quelque chose dont peut-être que vous avez vu. Vous êtes en train, je pense, de faire votre cours de dégradation et de protection des métaux avec Lucie. Et probablement que à ce stade de la session, vous avez probablement déjà vu ce phénomène-là, mais j'en profite pour en reparler dans mon cours. La diffusion des atomes de chrome, ben, ça crée, voyez, ce que ça fait, ce que vous avez comme image ici, c'est ce que vous avez en axe vertical sur le graphique, c'est la concentration en chrome en fonction de la position dans le grain. Donc, au centre de l'image, ce qui est ombragé en bleu, c'est l'intérieur du joint de grain. Et de chaque côté, donc à gauche, vous avez un grain, à droite de la zone bleue, un autre grain. Et lorsque vous partez du joint de grain, puis que vous allez vers la droite, mettons si on considère le grain de droite, ben vous allez vers le centre du grain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les atomes de chrome qui au départ sont uniformément répartis dans le grain, ceux qui sont près du joint de grain, eux, ils vont diffuser dans le joint de grain et former les carbures de chrome. Et donc, le chrome déménage. Ça veut dire qu'il s'en va s'enrichir dans le joint de grain, ce qui veut dire par le fait même qu'ils vont appauvrir la zone d'où ils proviennent en chrome. Donc, on crée une zone appauvrie en chrome. La ligne pointillée horizontale que vous voyez correspond à 13%. C'est à peu près la limite. Tantôt, je disais 12, mais c'est autour de 12,5%. Ici, dans l'image, on l'a arrondi à 13. Ben, c'est la limite de chrome, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet d'assurer la formation d'oxyde de chrome à la surface de l'acier. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que le chrome quitte la zone près du joint de grain et donc la concentration qui était au départ uniforme à 18% partout dans le grain, ben, s'appauvrit en bas de 13%, à peu près à 9 ou 10% sur l'image, en chrome près du joint de grain. Ce qui veut dire que dans la zone en rouge, il n'y a plus d'oxyde de chrome. Donc tout autour des joints de grain, il n'y a plus d'oxyde de chrome au-dessus sur la surface de la pièce parce qu'il n'y a pas assez de chrome à cet endroit-là pour assurer la formation et la stabilité de la couche d'oxyde de chrome. Donc le fer métallique, la matrice métallique est ainsi exposée à l'environnement. Et dans le centre du grain, donc là où ce que la droite, là où ce que la courbe reprend une hauteur de 18, ben là la couche d'oxyde de chrome, elle est maintenue. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'il y a un processus
qui est relativement complexe, que Lucie va vous expliquer dans votre cours de dégradation, c'est qu'on fait face à une situation anode-cathode. Donc, on a deux matériaux différents, de l'oxyde de chrome et du fer métallique, qui sont en contact et en présence dans le même milieu. Ça fait une pile de corrosion. Et ça va mener à la destruction de la couche d'oxyde de chrome dans le reste du grain. Et on n'aura plus un acier inoxydable à ce moment-là. L'acier inoxydable, là, c'est qu'il faut qu'il y ait une couche d'oxyde de chrome. Donc, en résumé, l'appauvrissement en chrome en bordure de grain va éventuellement causer la corrosion complète du métal si on l'expose suffisamment longtemps à un milieu suffisamment corrodant. Qui normalement, si on n'avait pas donné l'opportunité au métal de se ségréguer par chauffage lors d'un soudage ou lors d'une opération de mise en forme à chaud, un environnement dans lequel, normalement, l'acier inox aurait très bien résisté. Mais en lui faisant faire un chauffage, on a permis une ségrégation du chrome entre le joint de grain et à proximité du joint de grain, empêchant la stabilité de l'oxyde de chrome et enlevant finalement le caractère inoxydable à l'acier. Voilà. Donc, il y a un effet de pile qui est alors créé entre la zone dépassivée. Dépassivée, ça veut dire que la couche d'oxyde, elle est détruite ou elle n'est plus là parce que quantité insuffisante de chrome près du joint de grain. Donc, on dit le mot dépassivé. Ceci fait en sorte que l'acier inoxydable devient moins résistant à la corrosion qu'un acier ordinaire même. Et oui, c'est parce que là, il y a un effet de pile qui est fait entre l'oxyde de chrome. Il n'y a pas d'oxyde de chrome dans les aciers ordinaires, mais ici, vous avez un effet de pile qui facilite la corrosion. Deuxième phénomène, mais là, ici, c'est d'ordre mécanique. Si on chauffe un acier inoxydable, quand on soude, par exemple, ben, en plus d'une perte de résistance à la corrosion, l'acier va être beaucoup plus fragile. Donc, il va perdre sa résistance au choc. Donc, ce que je vous montre ici, c'est des vrais, les deux images du haut, ce sont des aciers inox qui ont été chauffés par soudage. On a justement un cordon de soudure dans l'image du centre, et dans lequel on voit apparaître des fissures ou des bordures de grains qui sont en noir, qui représentent des grains riches en carbure de chrome. Ben, ce qui arrive, c'est que là, les joints de grains sont très riches en carbure de chrome. Le carbure de chrome, c'est très très dur, mais c'est aussi très fragile. Donc, il y a pratiquement plus de liens métalliques dans le joint de grain. Les joints de grain sont constitués littéralement d'un réseau de carbure ou d'un réseau de céramique qui fait en sorte que si l'acier subit un certain choc, ben, l'amorce des fissures qui se retrouvent déjà présentes dans les joints de grain ou à proximité des joints de grain, ces fissures-là vont se propager très très bien dans le réseau de carbure. Donc, et là, on peut assister à ce qu'on appelle une rupture intergranulaire, c'est-à-dire donc une fissure qui va se traverser, qui va longer le grain et finir par sortir de la pièce et entraîner une rupture complète de la pièce, ainsi fragilisée. Donc ça, c'est dû par le chauffage, le cycle thermique qu'on a fait subir à la pièce d'acier inoxydable qui a permis la formation de carbure de chrome très concentré en bordure de grain. Donc l'alliage devient alors très sensible au choc et aussi beaucoup plus susceptible aux ruptures par fatigue aussi. Voilà. Donc vous voyez l'image d'en bas là, où on voit une fissure qui se propage, là, il y en a deux même, et qu'on voit qu'elle longe les joints de grain. Puis là, ben, elles peuvent continuer leur chemin tant aussi longtemps que la contrainte elle est appliquée. Ben, en fond de fissure, il va y avoir des cohésions entre les atomes de carbure et permettre la propagation très facile et rapide de la fissure qui va longer les joints de grain. Donc, fissure intergranulaire. Donc, corrosion
intergranulaire et fragilisation intergranulaire aussi qu'on pourrait appeler. Et quelles sont les solutions qui sont à notre disposition pour réparer, parce qu'on soude quand même les aciers inoxydables. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas souder les aciers inox, sauf que pour empêcher la perte de corrosion et la fragilité de l'acier inox due à une opération de soudage, par exemple, ben il y a des solutions qui sont à la disposition du métallurgiste pour éviter ou minimiser le phénomène. Donc, grosso modo, il y a trois solutions. C'est que on va premièrement utiliser des aciers inoxydables contenant moins de carbone. Donc, si on prévoit souder, il y a des versions d'acier inox, comme par exemple le 316L, qui est un acier inox austénitique, qui a moins de carbone. L, ça veut dire low carbone. Donc, s'il y a moins de carbone, il va y avoir moins de carbure. Ça prend du carbone pour faire des carbures. Donc, il va y avoir moins de carbure dans les joints de grain. Donc, ça rend l'acier plus facile à souder, disons. Autrement dit, ça va engendrer moins de problèmes. Il y a moins de risques qu'après la soudure, qu'on assiste à une perte de résistance à la corrosion ou une fragilité de l'assemblage. Lorsque c'est pas possible, là, ce qu'on peut faire, c'est de réparer. Donc, après la soudure, disons, on peut reprendre l'assemblage et lui faire un traitement thermique de trempe, donc impliquant une mise en solution, puis une trempe, un refroidissement rapide pour empêcher le chrome de diffuser. Donc, le chrome, lui, il diffuse, il a besoin de chaleur pour diffuser. Le carbone, la même chose. Mais si, après la mise en solution, donc là, à partir du moment où parce que pendant la mise en solution, les réseaux de carbure de chrome qui se sont formés lors du soudage, quand on remet tout l'assemblage dans le four de traitement thermique à température suffisante, les carbures de chrome vont se défaire et le chrome va aller se redistribuer vers le centre du grain de manière uniforme. Et là, ce qu'on fait, d'un coup qu'on a cette situation-là, on refroidit rapidement pour empêcher le chrome d'avoir le temps. Autrement dit, il n'y aura pas le temps d'aller vers les joints de grain et de refaire des carbures de chrome. Donc, ça, c'est une solution aussi, faire une trempe après soudage de l'acier inox. Ensuite, je vais maintenant parler du molybdène. Auparavant, je vais juste vérifier quel temps j'ai utilisé à venir jusqu'à maintenant. Je ne veux pas prendre trop de temps encore, donc je vais continuer, oui, 42 minutes. Donc, je vais continuer, je vais compléter ma capsule en parlant du molybdène, de l'influence du molybdène dans l'acier ou de son rôle. Donc, le molybdène, c'est un autre élément d'alliage très important en sidérurgie. Et là, je vais vous expliquer, comme je l'ai fait avec le chrome puis les éléments précédents, de quelle manière il est important ou de quelle façon il agit exactement pour, entre autres, améliorer la trempabilité de l'acier. Donc, lorsqu'on regarde la taille de l'atome de molybdène par rapport au fer, on remarque tout de suite qu'il y a une bonne différence. Puis le molybdène est quand même passablement plus gros que l'atome de fer. Donc, 139 picomètres de diamètre pour le molybdène et 126 pour le fer. Donc, on voit qu'il est... En tout cas, la différence est beaucoup plus grande que ce qu'on avait avec le manganèse, le nickel et le chrome. Donc, passablement plus élevé que celle de l'atome de fer. Et ça va avoir une influence importante. Ça va rabaisser son pouvoir de diffusion. Donc, le molybdène, c'est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Là. Il va avoir de la misère à se déplacer, là, à voyager entre les atomes de fer. Il est plus gros. Il est beaucoup plus gros. En même temps, le molybdène, on le sait déjà, on l'a vu, il est très carburigène. Donc, il forme un carbure là, avec 3 atomes, un atome de carbone, 2 atomes de molybdène. Et troisième facteur qu'il va falloir considérer aussi, c'est que le molybdène, comme le chrome, est un élément très alphagène, c'est-à-dire qu'il stabilise très efficacement la phase cubique centrée du fer. Donc, les additions de molybdène améliorent notablement les propriétés mécaniques, entre autres la trempabilité. Donc, des teneurs variant de 0,1 à 1% de molybdène, la trempabilité est fortement augmentée pour de très faibles teneurs. Donc, il est plus efficace que le chrome à ce titre-là.
et forment des carbures de molybdène qui contribuent à la résistance et à la résistance à l'usure. À des teneurs plus élevées en molybdène, parce qu'il existe des aciers qui peuvent en contenir jusqu'à 12, 13, 14% même, donc des aciers outils de la série M, l'effet sur la trempabilité est moins marqué. Donc ça va être, pour en avoir à 12% de molybdène, là, c'est le 12%, il n'est pas là pour la trempabilité. Il est là pour une autre raison, pour former un très grand nombre de carbures très stables à haute température. Mais son effet est très marqué entre 0 à 1%. Et au-delà de 1 à 1,5%, l'effet sur la trempabilité atteint un plateau. Ce qui est une bonne nouvelle parce que le molybdène est relativement cher sur le marché. Donc c'est une bonne nouvelle de constater que ça n'en prend pas beaucoup pour avoir un effet important sur le retard de l'apparition des phases d'équilibre. Et comme je viens de le mentionner, le carbure de molybdène est particulièrement stable à haute température, plus difficile à dissoudre dans l'austenite que le carbure de chrome du moins. Donc, c'est une mauvaise nouvelle quand on veut faire le traitement thermique, mais c'est une très bonne lorsqu'on veut utiliser l'acier pour des applications pour lesquelles on demande à la fois une forte résistance à l'usure, une très forte dureté à des températures élevées. Donc, le carbure de molybdène est très stable. Donc, ça prend des hautes températures pour le décomposer. Ce qui fait que le molybdène améliore à la fois il améliore aussi la résistance au fluage et la résistance à la haute température, qui sont presque deux synonymes ici, là. Donc, la résistance au fluage, c'est quoi? C'est qu'un acier, sa température à atteindre pour faire apparaître les phases d'équilibre, autrement dit, faire un recuit, est très élevée. Donc, il favorise, il est un élément alphagène, donc ça remonte les températures. Quand, autrement dit, un acier-outil, dans le cas d'une mèche, là, on ne veut pas qu'elle ramollisse parce qu'elle chauffe. Donc, vous savez qu'une mèche, lorsqu'on perce du bois, là, si vous avez fait l'expérience de toucher une mèche après avoir percé du bois, la mèche est extrêmement chaude, vous allez vous brûler les doigts. Là. Donc, la mèche, on ne veut pas qu'elle ramollisse, on ne veut pas qu'elle puisse faire subir un phénomène de recuit. Il serait donc intéressant que les lignes de transformation pour atteindre l'austenite soient relevées. Donc, ça, c'est une contribution du molybdène. C'est un élément alphagène. Donc, il relève les températures. Empêche donc l'acier d'atteindre, lors de son utilisation, empêche l'outil d'atteindre la température austenitique parce qu'elle est remontée. Et en même temps, le molybdène forme des carbures très très stables. Donc, la dureté est d'autant plus conservée de deux façons. Autrement dit, par la stabilité des carbures qui contribuent à la résistance à l'usure, mais aussi l'empêchement que l'acier d'atteindre l'austenite et de former de l'austenite, justement. Donc, comme tout ce que je viens de dire, c'est expliqué ici. Donc, plus il augmente la température critique de croissance des grains austenitique. Ah, ça, ok, ça c'est une autre chose que j'ai pas dit. Quand on fait la mise en solution, certains éléments d'alliage empêchent les grains de grossir. Le molybdène y contribue. Pas autant que d'autres éléments, mais il y a une contribution sur l'empêchement, sur le ralentissement du phénomène de grossissement de grains lors des traitements thermiques à haute température. Et donc, les grains, autrement dit, la taille des grains est conservée à des tailles plus petites après la trempe, ce qui réduit la susceptibilité de l'acier à devenir fragile après des opérations de chauffage prolongé à haute température, comme des opérations de mise en forme à chaud, par exemple. Donc, des opérations pour lesquelles l'acier est chaud très longtemps, et donc les grains ont l'occasion de grossir pendant les opérations de mise en forme à chaud, comme le forgeage sur des pièces massives. Bien, la présence de molybdène va contribuer à empêcher une croissance excessive des grains lors des opérations. Ce que vous voyez ici, c'est l'effet du molybdène sur la zone austenitique. Donc, vous voyez qu'il a le même effet que le chrome a dans l'acier, c'est-à-dire que le molybdène est alphagène. Donc, au fur et à mesure qu'on en ajoute, ben, on a réussi à faire disparaître, à réduire et à faire disparaître même la zone austenitique cubique à face centrée de l'acier. Mais on remarque que ça n'en prend moins que pour le chrome. Vous voyez qu'à 7% de molybdène, là, on a presque entièrement fait disparaître le losange de l'austenite.
Il en reste un tout petit morceau, là. Tandis que ça fallait atteindre 20% avec le chrome. Donc, le molybdène a un effet alphagène plus important. Presque, il est 3 fois plus efficace environ que le chrome. Donc, pour une teneur de 7%, la zone cinétique n'est presque plus présente. Voilà. Comment le molybdène améliore la trempabilité de l'acier? Il fait à peu près de la même façon que le chrome. Donc, le molybdène retarde l'apparition des phases d'équilibre de deux manières distinctes. Premièrement, de la même manière qu'avec le chrome, la formation de carbure de molybdène due à une certaine diffusion du molybdène lors du début du refroidissement à haute température, la molybdène très près des joints de grain aura la possibilité d'aller dans le joint de grain, là où c'est beaucoup plus confortable pour lui, parce que les sites sont plus gros, en tout cas l'espace entre les atomes de fer est plus grand. Donc pour le molybdène, c'est intéressant d'aller dans les joints de grain, accompagné par la diffusion du carbone. Donc il va y avoir la formation de carbure de molybdène au joint de grain, ce qui, de la même façon que les carbures de chrome le font, vont réduire les sites potentiels pour la germination de la ferrite primaire lors du refroidissement. Donc la ferrite primaire est retardée dans son apparition de la même façon. Donc l'austenite est alors stabilisé plus longtemps lors du refroidissement, ce qui facilite sa transformation en martensite lors d'un refroidissement continu, au détriment de la ferrite et de la perlite, à partir des joints de grain. Donc, OK, si vous avez l'effet le molybdène qui contribue, comme le chrome d'ailleurs, à reculer les lignes de transformation vers des temps plus longs. Et la présence d'atomes de molybdène en solution de substitution dans le réseau cubique à face centrée du fer retarde la réorganisation des atomes de fer en cubique centré. Donc, le fer étant alphagène, c'est ce qui va, étant donné leurs différences d'éteurs, c'est ce qui va expliquer ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un phénomène, donc c'est la diffusion, c'est le molybdène qui est présent dans l'austenite pas encore transformé entre un germe de ferrite qui a commencé à apparaître et à croître versus un germe de cémentite. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les germes de la future perlite de l'acier. Donc, pour qu'il y ait formation de perlite, puisque la solubilité du molybdène est différente dans les deux phases constituant la perlite, il doit y avoir diffusion du molybdène dans l'austenite afin que la composition permettant la formation de la perlite soit atteinte. Donc, si vous me permettez, parce que là, je viens de me rendre compte que ça me prendrait un certain temps pour bien expliquer ce phénomène-là, ce mécanisme-là, et je ne veux pas que la capsule dure trop longtemps. Donc, je vais arrêter la capsule ici. Et pour la semaine prochaine, pour la première capsule de la semaine numéro 7, je vais reprendre exactement là et reprendre les explications concernant la façon, le mécanisme par lequel le molybdène réussit à améliorer la trempabilité de l'acier.